Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars, où je vous avertis tout de suite à un moment dans la vidéo. Abracadabra, je ne serai plus la même parce que je vais filmer en deux parties, parce que là, à l'heure où je filme, au jour où je filme, on n'est pas encore à la fin de mars, il reste quelques jours de lecture, donc il y a des livres que je veux terminer pour pouvoir les mettre dans ce bilan-là. Donc voilà, je filme une première partie là, je filmerai une autre partie dans les jours à venir, vous aurez un condensé. De toute façon, l'important c'est que vous ayez tous les avis lecture. Donc écoutez, ma foi, c'est parti. Je vais passer rapidement sur certains des titres de cette première partie parce que je vous le mettrai dans le petit, mais les premiers dont je vais vous parler, j'en ai fait un update lecture et les autres, j'en ai parlé aussi dans un vlog lecture. Donc voilà, mes avis plus détaillés seront dans ces deux vidéos. Ici, on va juste faire 3 phrases sur chaque bouquin et puis voilà. Je vais d'abord vous parler des 7 livres que j'ai évoqués dans l'update lecture. Donc c'était un update lecture un peu centré sur le polar thriller, tout ce qui avait un peu de mystère, secret de famille. Donc j'ai pas tout en papier en main propre, donc pour ceux que je n'ai pas, je vous insérerai les couvertures. Mais du coup, je vous ai parlé de Repas de famille qui était un thriller, voilà, où on rencontrait une famille. Et lors du repas de Pâques, ça dégénérait un peu parce que le père faisait des annonces sur l'héritage à venir un jour ou l'autre. Et les enfants n'étaient pas vraiment d'accord, donc ils sont partis du repas. Dans la nuit, les parents se font sauvagement assassiner et donc tout porte à croire que l'un des enfants est coupable, mais lequel, sachant que nous avons ici, vous allez le voir, il y en a pas mal. Ici, la femme de ménage, pareil, a des petits grains de sel, des petits grains de sable à mettre un petit peu partout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça assez dynamique. Le récit, j'ai trouvé qu'il était bien tourné parce qu'on a les points de vue d'un peu tout le monde, que ce soit les enfants, les forces de l'ordre, la femme de ménage, etc. et d'autres personnages. Donc c'était très vivant et pas vraiment prévisible. J'avais pas forcément vu le plot venir au bout d'un certain moment. Est-ce qu'on peut deviner ces surenchéries avec plein d'autres rebondissements, donc c'était assez équilibré. Ensuite, plein de rebondissements aussi. Donc je vous ai parlé de La Reine du Noir où là on rencontrait une auteure de romans qui vit un petit peu reclus dans un coin, enfin fond de quelque chose dans son grand manoir. Et elle décide d'organiser un séminaire d'écriture avec 4 jeunes femmes. Il s'avère qu'il va y en avoir 5 et que ce séminaire d'écriture ne va pas être ce qu'il est et peut-être plus une compétition un petit peu macabre plutôt que quelque chose de très joie de vivre. C'est un livre que j'ai très bien aimé, très féminin, voilà, très femme, il n'y a que des personnages féminins, pas d'hommes là-dedans. Après voilà, on sait que les femmes entre elles des fois c'est un petit peu chippy, un petit peu garce, ça ne nous pas ici. J'ai particulièrement apprécié ce récit. Il y avait parfois peut-être quelques scènes qui je trouvais un peu tirées par les cheveux, qu'il n'y aurait pas eu, ça m'aurait pas dérangé, mais jusqu'au bout j'ai été tenue en haleine, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, donc ça je vous recommande vivement. Ensuite je vous ai parlé de Si bon voisin, qui est pareil un thriller un peu dans la vibe la femme de ménage, rien n'est vrai, les Zaji Well et tout, où là on rencontrait Nicole et Tom tout juste millionnaires, milliardaires, je ne sais plus, parce qu'ils gagnent au loto, ils emménagent dans un quartier un peu huppé et ils sympathisent avec leurs voisins et un beau jour Tom est retrouvé mort dans la piscine. Donc est-ce que c'est un accident, un suicide, un assassinat, on ne sait pas trop. Donc Nicole va devoir enquêter, elle va être appuyée bien sûr par ses amis les voisins. Et ses voisins ont une femme de ménage qui va un peu venir aussi mettre ses grains de sel et ses grains de sable un petit peu partout pour foutre la merde. Donc voilà, pareil, très dynamique, peut-être un petit peu plus prévisible que les deux autres, mais encore une fois, il y a des petites révélations qui ponctuent le récit auxquelles on ne s'attend pas et qui paraissent anodines. Mais en fait, il suffit d'une phrase pour que ça nous capte. Moi, de toute façon, vous savez, les polars, quand c'est des chapitres courts et que ça s'enchaîne, c'est tout bon pour moi. En plus, là, on est vraiment dans le vif du sujet dès le chapitre 1, donc je vous recommande. J'ai lu le premier tome de la série un peu cozy mystery Finlay Donovan. Donc là, c'était Comment j'ai tué ton mari de Elle Kosiman, donc je vous disais dans le bête qui a fait une série chez Deux Actus de fantasy qui était pas très bonne. En revanche, là, j'ai passé plutôt un très bon moment, c'était assez drôle. On rencontrait Finlay qui est fraîchement séparée parce que son mari s'est taillé avec une autre nana. Elle est un peu débordée par ses 2 enfants, elle est auteure de romans d'amour à suspense, mais bon, voilà, un peu le syndrome de la page blanche et tout. Et lors d'un repas, d'un déjeuner avec son agente, elle va parler du pitch de son nouveau roman. Et il va y avoir un quiproquo parce que la dame d'à côté va penser qu'elle est tueuse à gages. Elle va lui glisser un petit mot en mode tiens, tue cette personne, tue mon mari pour tant de dollars, machin. Et puis Finlay va se dire bah écoute, peut-être que j'ai rien à perdre, ça coûte rien de jeter un œil parce que je suis un peu dans la galère financière. Donc voilà, ma foi c'était très sympa, je peux pas en dire beaucoup comme je vous l'ai dit dans la tête parce que on a vite l'intervention de certains personnages, de certains éléments qui peuvent vite amener à spoiler dès le début, mais c'était très dynamique, franchement la fin,
j'ai hâte de lire le tome 2 et je pense qu'il peut plus me plaire que le 1. Ensuite, 2 livres un petit peu secrets de famille que j'ai lus, donc je vous en parle aussi, c'était Le Confident, où là voilà, on suivait Camille qui venait de perdre sa mère, elle reçoit des lettres et parmi ces lettres, elle en reçoit de manière régulière d'une même personne qui raconte une histoire et donc elle va s'interroger, voir si ça a un lien avec elle, sa mère, est-ce que c'est un auteur juste qui veut se faire publier et il utilise un moyen un peu spécial vu qu'elle est éditrice. Ça j'ai bien aimé, après voilà, assez prévisible, peut-être qu'il en aurait fallu plus pour que ça étoffe un petit peu plus le potentiel, mais sinon je trouvais que c'était assez dynamique comme récit. Et pareil, Un Furieux Silence, dans la même veine et le même reproche, peut-être que c'était un petit peu trop court pour le potentiel que ça avait, où là on rencontrait un homme qui, suite au décès de ses parents, doit retourner dans sa maison d'enfance. Ça fait 33 ans qu'il n'y a pas été. Et on comprend que quand il y met les pieds, il y a des souvenirs qui repopent et tout, parce que forcément tout est resté intact. Et on a une temporalité un peu présente avec lui et le passé avec d'autres points de vue. Et on comprend qu'il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà, pas de gros trigger warning, même si j'ai eu peur au début, mais je reste un peu sur ma faim. Voilà, parce que peut-être un petit peu court, des questions sans réponse, des sujets qui n'ont pas été creusés. Donc voilà, ça reste divertissant mais sans plus. Et dernier livre dont je vous parle dans l'update que j'ai écouté en audio, c'est L'Ombre du Vent, donc c'est le premier tome du Cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'est une très belle fresque historique, pareil, aventure, parce que voilà, on rencontre un jeune garçon qui avec son père libraire va au cimetière des oubliés. Son père lui dit vas-y choisis un livre et à partir de ce moment là ce livre tu vas le chérir, tu vas lire son histoire, l'apprécier, le protéger, mais ne jamais révéler d'informations sur le lieu où tu l'as trouvé. Et il s'avère que quand notre personnage va lire ce livre, il va trouver un intérêt, un mystère qu'il y a autour de l'auteur, parce que bizarrement plus aucun de ses livres sont disponibles, il n'y a que lui qui en aurait un et dès qu'il y en a un il disparaît, enfin trop bizarre, et on veut lui acheter ce livre à prix d'or, enfin un micmac. Et donc on va suivre ce jeune homme mener son enquête autour de cet auteur sur toute sa vie. Donc on a vraiment une fresque incroyable et en audio je l'ai trouvé encore plus vivant, c'était très bien. Maintenant on passe au livre que j'ai lu et dont je parle dans le vlog lecture que je vous mettrai également dans le petit. Donc c'est un vlog lecture qui est très long, presque 2 heures, mais bon j'ai commencé dans ce vlog lecture 17 livres. Je ne vous dis pas à combien j'en finis d'en avoir lu en une semaine, parce que c'était la challenge, c'était combien de livres je lis en une semaine. Donc voilà, les avis, tout au long de mes lectures et mes avis finaux sont dedans, sauf pour 2 livres. Donc il y en a un, c'était Finlay Donovan, donc vous l'avez eu dans l'update, et l'autre, je vous en parlerai dans la prochaine partie, quand je serai différente. Mais du coup, vous pouvez retrouver dans ce vlog lecture mon avis sur une saison à l'atelier de poterie, donc que j'avais vu chez Alex Bouquin en Prada. Voilà, j'aime bien la collection d'Ami. Je me familiarise depuis quelques temps avec la littérature asiatique, notamment coréenne. C'est des livres voilà, que je trouve doudou. Ici on rencontrait Young Min qui plaque son boulot, qui vit pendant plusieurs mois, presque même une année reclus dans son appartement. Et un beau jour elle décide de sortir pour voilà, reprendre goût à la vie, reprendre un nouveau départ. Elle va vouloir boire un café et sauf qu'elle entre dans ce qui s'avère être un atelier de poterie, et à partir de là voilà, elle va y prendre part, elle va rencontrer des personnages qui gravitent autour d'elle. C'était ce que j'attendais d'un livre de cette trempe. C'était doudou, c'était mignon, pas de gros drama, pas de trigger warning, juste de l'évolution positive de chaque personnage qu'on rencontre, donc très chouette. Ensuite pour le coup trigger warning parce que j'ai lu Peau d'âme, donc le premier tome. Pareil, magnifique ouvrage. Comme je vous le dis dans le vlog, je ne connais pas du tout le conte original de Peau d'âme, donc je ne saurais vous dire si il y a de grosses similitudes, s'il est vraiment bien réinterprété, etc. En tout cas, moi je sais que j'ai passé un très bon moment. Ici, on rencontrait Blanche qui vit un peu cloîtrée dans une tour, un peu à la réponse, parce que sa mère est décédée et elle le vit très mal, et son père voilà, veut pas trop s'en occuper. Enfin, son père, on comprend vite qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Et justement, il décide de lui annoncer qu'il veut se remarier pour engendrer un héritier, alors que c'était censé être elle l'héritière, donc elle tombe un peu dénue. Donc elle va vouloir faire ses preuves, mais ça va pas se passer comme prévu. J'ai trouvé ça très sympa. La première partie est assez calme. En revanche, la deuxième partie, très dynamique, très sombre. Hein, il y a des scènes assez gore, assez sanglante. Donc voilà, j'ai été agréablement surprise aussi par l'importance de certains personnages. Donc écoutez, ma foi je crois que c'est une duologie, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite j'ai lu un tome 3 que je savais très efficace quand je l'ai commencé dans le vlog. C'est celui de Bridget Vanderpuff. Donc voilà, on retrouve cette jeune fille qui était orpheline, qui s'est fait adopter par un célèbre pâtissier, et elle est douée dans beaucoup de choses sauf la pâtisserie, donc à chaque fois ça crée des galères. Et ici voilà, on va retrouver cette fois à Paris pour un concours de pâtisserie, sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Je pense que c'est pour l'instant mon préféré des 3, comme je vous l'ai dit. Je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique, un peu mieux équilibré, même si j'avoue que j'aurais préféré que on ait vraiment à cœur de l'ouvrage
le côté concours de pâtisserie parce que voilà, là je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est mon seul petit regret. Ensuite, j'ai lu Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vagamez. Là, c'était très sympa. Je pense que, comme je vous l'ai dit, c'est un livre que je recommande à ceux qui aiment les ouvrages de chez Game Master et leur collection totem, genre Betty, My Absolute Darling, etc. Parce qu'ici, on est sur un récit assez familial, assez un peu nature writing parce qu'on voyage. On va rencontrer Franklin. Qui a été élevé par un homme parce que son père, il n'y a pas de maman, son père l'assumait pas du tout parce qu'il préfère mettre son argent dans l'alcool, les jeux et les putes. Voilà, on va peut-être être bad, on sait pas, démonétisé mais on l'est pas donc on s'en fiche. Et donc le dernier souhait de son père c'est que Franklin l'emmène à un endroit précis pour mourir parce qu'il est malade. Et Franklin va accepter, donc voilà, est-ce qu'on a ce côté relation père-fils, replongé dans les souvenirs. C'était sympa. Après voilà, moi j'ai pas réussi à m'apitoyer pour le père parce que t'es un mauvais père, c'est pas parce que tu chouines 2-3 fois que tu deviens un bon père. Le dernier livre que j'ai en papier du coup parce que les deux autres je les ai pas, dans le vlog vous avez sans doute vu que j'ai eu un coup de cœur pour Super méchant débutant de John Scalzi. Voilà, donc là c'est chez La Talente, cette couverture est somptueuse, on est sur un peu une science-fiction ou SFFF, je ne sais pas. Bref, ici on rencontre Charlie qui vit avec son chat et un jour on vient toquer à sa porte en mode voilà votre oncle est décédé. Sa volonté c'est que si vous voulez accéder à l'héritage, c'est de vous occuper de sa cérémonie d'obsèques. Il s'avère que cet oncle est un mania de l'industrie, il a une fortune. Donc Charlie se dit bah je suis un peu dans la galère en ce moment, donc pourquoi pas, j'accepte. Et en fait il se retrouve enrôlé dans une entreprise de méchants en fait parce que son oncle n'était pas vraiment qui il pensait être, il a peut-être plus d'ennemis qu'autre chose et il s'avère que voilà les ennemis sont assez particuliers. Je trouve ça très sympa, comme je vous l'ai dit c'est un peu un reflet de certaines problématiques actuelles donc j'ai adoré. De toute façon moi il y avait des chats, les cat lovers, foncés. Ce sera pas au goût de tout le monde, par contre si vous attendez une grosse science-fiction qui dépote avec des combats et tout, non, c'est assez terre à terre, c'est assez réfléchi donc voilà. Ensuite, je vous ai parlé dans la lecture, j'ai lu Le Facteur Cheval, une lecture un petit peu en dents de scie parce que c'est un récit historique qui s'appuie sur des faits réels, donc qui retrace l'histoire du palais du Facteur Cheval, donc qui est un monument historique. Et donc voilà, c'est tiré d'un film qui a été fait aussi, où là, voilà, en fait, on retrace l'histoire de Ferdinand Cheval et de comment il en vient à construire ce palais et pourquoi, pour qui, pour qu'est-ce. J'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de côté romancé, c'était plus une énumération de faits en mode frise chronologique et j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà. En revanche, une très très bonne lecture, c'était Le Festin de Margaret Kennedy. Ce ne sera pas le seul livre de cet auteur, vous le verrez dans la vidéo. Où là, on débute sur un homme d'église qui doit écrire une éloge funèbre, je sais pas si c'est dit comme ça, parce qu'il y a eu un éboulement, un hôtel s'est effondré au bord d'une falaise et il y a eu des victimes. Qui, quand, comment, combien, on ne sait pas. Et du coup, en fait, le livre retrace la semaine avant l'éboulement. Et donc, on va suivre un panel de personnages qui est plus détestable les uns que les autres pour certains, vraiment. Mais j'ai adoré. Ça a ce petit côté un petit peu gossip girl, un petit peu... tout le monde a des secrets de tout le monde. Certains savent, d'autres savent pas. Et comment... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, un micmac. J'ai trouvé ça très très bien écrit. Franchement, c'était très pertinent. Donc, Margaret devient une auteure que j'apprécie plutôt fort. Voilà. Bon, du coup, me voici avec la seconde dégaine, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, parce que du coup, on est quelques jours plus tard au moment où je filme cette deuxième partie de bilan. Donc, désolée, ma tête, c'est vraiment la fin de journée. Là, je suis à vraiment un clip d'aller à la douche, donc ne m'en tenez pas rigueur. Mais ça ne va rien changer à la qualité des avis littéraires que je vais vous donner, parce que je sois propre ou sale, que je sente bon ou que je pue, mes avis seront objectifs et honnêtes et courts, espérons-le. Mais du coup, voilà, donc dans la première partie que vous avez vue, je vous ai parlé des livres que j'ai détaillés dans le deck lecture, je vous ai mis le lien. Et dans le vlog lecture aussi, je vous ai mis le lien si vous avez 1h49 à perdre, à m'écouter déblatérer. Du coup, là, je reviens sur les livres dont je ne vous ai pas parlé du tout. Alors si, le premier dont je vais vous parler, il clôture un peu la première partie parce que je l'ai débuté pendant le vlog lecture et je ne l'ai pas fini, je l'ai fini le lendemain. C'est Les Fourneaux de Crashmore. Très belle couverture, contenu un petit peu particulier. Là on est sur une cozy fantasy où on rencontre un groupe de jeunes qui
font un peu fan family, vous voyez, et ils se retrouvent dans la panade parce que ils ont l'habitude de faire des petits larcins, des petits trucs un peu pour survivre, voilà. Tout n'est pas très honnête dans l'univers où ils vivent, et en fait un jour il y a un bouquiniste qui meurt dans leur village, et eux ils vont vouloir un peu aller voir ce qui reste dans sa boutique pour peut-être un petit peu piller et voir ce qu'il y a à prendre, s'il y a des jouets rares, des objets, etc. Sauf qu'ils vont se faire prendre sur le fait et ils vont devoir, à cause de ça, partir en cavale. Il y a aussi d'autres concours de circonstances, mais voilà, le principal acte, c'est ce vandalisme. Et donc ils vont errer de village en village, et sur tout ça pèse aussi une menace d'une certaine sorcière crash-mort. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu fouillis. J'ai bien aimé les personnages, parfois les dialogues et tout sont un peu bourrus, donc bon après ça reste de la fantasy, donc ok. Mais j'ai trouvé que c'était parfois survolé. On sait pas trop vraiment s'il y a une intrigue parce que ok ils sont en cavale, mais plusieurs bouts d'intrigue se regroupent. Le côté de la sorcière il arrive vraiment après la moitié du livre et tout. Ils se sont fait choper sans se faire choper quand ils ont voulu vandaliser le bouquiniste, mais il n'y a pas forcément de retour sur ça. Et en parallèle ils se font passer pour des troubadours qui ont un food truck, donc ils vendent des saucisses et des tomates. Voilà, je ressors un peu mitigée parce que en fait ça aurait été un premier tome, ça m'aurait peut-être moins dérangé parce que là j'ai l'impression qu'il fallait aller vite, d'étape en étape. Donc ma foi, un peu bizarre. En revanche, l'univers, il y a beaucoup d'allusions à l'Italie et même dans les connotations de noms, de lieux, de plats, etc. Donc je sais pas, c'est juste on prend l'Italie comme décor, comme référence et après on met ça à la sauce fantasy. Je me suis pas renseignée si l'auteur l'était italien ou quoi, bref. Donc je vous recommande ça sans vous le recommander. Après voilà, si vous voulez une fantasy qui vous fait pas de nœud au cerveau et qui est un peu drôle, ça peut être cool. Ensuite, un livre que j'aurais adoré vous recommander si je n'avais pas eu une péripétie à sa suite de lecture. J'ai lu Casca la couronnée de Quentin Laurent, je crois. Un truc, il y a Quentin, bref. Ou Quentin Thomas ou Thomas Quentin, bref. Appelons-le comme on veut, de toute façon il y aura la couverture pour me corriger. Où là on rencontrait Casca qui est une jeune femme qui va se retrouver en possession d'un sac plein d'argent et d'une couronne qui bizarrement réagit auprès d'elle. Et un jour on va toquer à sa porte, on va dire écoute c'est toi la nouvelle gardienne de la couronne, il faut que tu accomplisses une quête, tu rencontres quelqu'un et tout. Et en parallèle qu'elle échappe à des gens qui sont mal intentionnés et qui veulent récupérer la couronne. Et donc on a cette espèce de course contre la montre, pardon, qui est très sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée très absurde, mais dans le bon sens du terme. Dans beaucoup de cas, je pense que c'est un livre que j'aurais pu abandonner tellement je le trouvais stupide. Mais là, la plume a quelque chose d'addictif. Le côté absurde, c'est qu'on va avoir beaucoup de références à la pop culture. Alors, il y en a certaines que j'ai pas du tout. Ça, voilà, je ne vous cache pas. J'ai dû en louper certaines. Mais à un moment donné, ils vont dans une ville. Ils vont être dans une ville, c'est genre Carmin-sur-Mer. Et comme dans Pokémon, et le bateau, c'est l'océan et tout. Enfin, que des rêves. C'était tiré par les cheveux, c'était rocambolesque. Mais j'ai beaucoup aimé. Jusqu'à ce que je tourne la dernière page, enfin sur la liseuse, que je clique. Et que là, on m'indique fin du tome 2. Pardon. Comment ça? Le débat is back again. Les maisons d'édition qui ne précisent pas quand il s'agit d'un putain de tome 2 ou 1 ou que sais-je. Là, dans le livre, il n'y a rien qui indique que c'est un tome 1. Que ce soit dessus ou dedans, il n'y a rien qui l'indique. Sur les sites tels que Amazon Booknote, Livre Addict, Babelio, sur le site de la maison d'édition, à aucun moment c'est précisé que c'est une suite de séries ou que le tome 1 est un tome 1. Donc moi je mets mon enquête, Sherlock Gilou est là, j'enfile mes lunettes et ma loupe, mon monocle, je sais pas, bref, pas la pipe parce qu'on fume pas ici, bref, et donc je cherche et tout, et là je regarde la bibliographie sur Livre Addict, je précise parce que voilà, un peu de pub, de ce cher auteur, et je vois un titre où l'un des mots me fait tiquer parce qu'il y a dans Casca la couronnée un personnage qui a ce prénom. Je clique, la charte graphique de la couverture est exactement la même que Casca la couronnée, et le résumé, on comprend que c'est en gros le préquel, enfin que c'est ce qui se passe avant du coup vu que c'est un tome 1, logique. Et du coup, ce qui fait qu'une fois que moi j'ai lu le résumé là, je me dis bah oui, en fait toutes les questions que je peux avoir sans réponse dans ce que j'ai lu,
Bah, les réponses, moi, je les aurais eues si j'avais su que c'était un tome 1. Donc, je comprends pas pourquoi la maison d'édition fait n'importe quoi, vraiment, l'ogre, qu'est-ce qui vous arrive. Donc, écoutez, ma foi, je lirai le tome 1, tant pis, ce sera décousu, mais je reviendrai pour vous en parler parce que je pense que c'est vraiment une série qui a un potentiel, ce côté un petit peu urban fantasy, fantastique et tout. Moi, j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu, donc je suis un peu déroutée. Voilà, j'ai été un petit peu agacée, un petit peu chafouine. En revanche, un livre dont je vous ai parlé sur Bookstagram qui m'a pas du tout rendu chafouine, bien au contraire, j'ai adoré, c'est L'Affranchie de Claudia quelque chose, je crois. C'est chez Les Escales. Alors Les Escales, en ce moment, on a eu plein de lectures sympas entre nous parce que Deux si bons voisins dont je vous ai parlé, c'était chez eux aussi. Je vous avais parlé de La Maison Sortilège, c'était chez eux aussi. Et là, dans L'Affranchie, on est sur un western féministe. J'ai adoré. On rencontre, je sais plus son nom, merde, je sais plus son nom, bref. On rencontre une jeune femme qui, suite à un concours de circonstances, elle n'a plus ses parents, enfin elle a plus sa mère, après elle a plus son père et elle se retrouve dans une ville. Et dans cette ville, elle va se faire alpaguer par une femme qui va te dire, bah écoute, t'es plutôt jolie, j'ai du travail à te proposer, sans qu'elle sache ce que ça va être. Et en fait, elle se retrouve dans une maison close, dans un bordel quoi, une maison de joie, entourée d'autres femmes, et donc voilà, elle va faire son gagne-pain comme ça. Sauf que la particularité, c'est que ici, c'est un bordel plutôt respectueux, plutôt safe, plutôt green flag, parce que les nanas font ça, mais elles font rien contre leur volonté. Elles sont là de leur plein gré, elles sont là en connaissance de cause, elles ont un salaire, elles ont des tenues, enfin elles sont entretenues, il y a du dialogue, de la communication, c'est vraiment très positif. Et en parlant de ça, on a ce côté où voilà, on a une quête d'identité parce que notre personnage principal, elle se retrouve à faire ça, on la voit se questionner si elle aime ce qu'elle fait, voilà, tout est relatif. Mais on la voit se poser des questions sur son orientation sexuelle, etc. Et je trouvais que c'était vraiment une très bonne année pour l'époque dans laquelle ça se déroule. Également, j'ai trouvé que dans la plume, c'était très pertinent parce que ce soit les tournures de phrases, les façons de parler et tout, ça ergote un petit peu, un peu d'argot. Et j'ai trouvé que des fois ça fait tiquer, mais en fait ça colle complètement au contexte de l'histoire. Donc j'ai vraiment été conquise là-dessus, franchement. Puis le côté western, voilà, on a quand même ce truc, voilà, grosse robe à froufrou, des chevaux, des shérifs, des machins, des règlements de compte. Non, franchement, ça c'était, si vous voulez, un bon western féministe qui prend pas les nanas pour des bourriques, foncez. Ensuite, j'ai lu Divorce à l'anglaise de Margaret Kennedy, donc nous en revenons à elle. Après le festin dont je vous ai parlé dans la première partie, j'ai lu Divorce à l'anglaise. Pareil, encore une très bonne lecture de cet auteur. Je pense même que j'ai préféré celui-là à l'autre parce qu'ici on va rencontrer un couple, enfin d'abord une femme qui se sent plus très bien dans son couple et qui va vouloir divorcer. Sauf qu'à l'époque où ça se déroule, il me semble que c'est dans les années 1900 et quelques, c'est après la Seconde Guerre mondiale, je crois, parce que... bref, c'est dans ce contexte-là, je vous remettrai la date exacte, la période sur ma tête. C'est un peu vraiment mal vu, voilà, on pense pas en mode il faut faire bien pour les enfants, pas de soucis, tu peux refaire ta vie, nan, nan. Et en fait, la nana va envoyer, enfin la femme, parce qu'elle a l'âge de femme, envoyer une lettre à sa mère pour lui annoncer la nouvelle, mais voilà, il faut pas que ça s'ébruite, qu'ils vont faire les choses bien, que ils vont faire en sorte que ce soit compris et bien interprété. Sauf que tout le monde va vouloir mettre son grain de sel. Tout le monde va mettre son grain de sel, la mère de machin, la soeur de truc, le voisin, l'incruste, l'ami incruste, enfin tout le monde, les enfants, tout le monde va vouloir se mêler, ça va devenir n'importe quoi. J'ai vraiment passé un très bon moment, c'était très gossip, très ragot. Les personnages, certains sont détestables, il y en a d'autres vraiment, moi je suis hallucinée par certains trucs. Alors le mec il va avoir des principes pendant un moment, puis après il va plus en avoir, puis on va vouloir mettre ça sur le dos de la nana. Non mais pardon, ah vraiment, si vous avez envie d'être énervé contre les hommes, allez-y, et contre les belles-mères, allez-y. Là pour être moins énervé, parce que voilà, non, vous serez énervé aussi en fait. J'ai lu Boys Bay, je vais pas m'avancer à dire le nom de l'auteur parce que je vais pas le maîtriser. Où là, si vous aimez les livres de chez Game Master, la collection Totem, genre si vous avez aimé Betty, etc., c'est comme Les Étoiles s'éteignent à l'aube, ça peut carrément vous plaire. Ici, on va rencontrer un jeune garçon, enfin deux garçons, deux frères, qui ont perdu leurs parents dans un accident, et le grand frère, dès le premier chapitre, va laisser son petit frère chez sa tante et son oncle, donc la sœur de leur mère, il me semble, ouais, la sœur de leur mère.
Et voilà, pour qu'il puisse avoir une vie, une éducation, pendant que lui il va essayer de refaire sa vie. Il lui dit qu'il va venir le rechercher, mais on comprend vite qu'il a pas l'intention de revenir le chercher, enfin bref. Et donc on va suivre ce petit garçon qui va se faire une nouvelle amie avec sa voisine, etc. On va voir que l'oncle n'est pas du tout ce qu'il paraît être. Vraiment, attention, trigger warning, une violence conjugale, quand même, je précise. Mais voilà, c'est au début, c'est un livre aussi que j'aurais pu abandonner parce que j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on a envie de savoir comment le petit garçon va s'en sortir. Il y a une ou deux fois, j'ai vu des incohérences parce qu'à un moment, l'auteur fait dire à son personnage quelque chose qu'il va faire en conséquence d'une autre chose, et à un moment ça arrive et il ne le fait pas. Donc... Et après il leur parle en mode ah bah cette fois je vais aussi le refaire alors que tu l'as pas fait. Enfin bref, un tout petit micmac, un léger détail. Mais bon, j'ai pas chouiné. Mais vous, peut-être que vous chouinerez. Voilà, je vous le souhaite parce que c'était vraiment. Franchement, j'ai vraiment aimé le dérouler. On alterne entre présent et passé pour avoir les histoires de tout le monde. Et c'est quand même assez violent sur certains aspects psychologiques. Donc attention. Par contre, le seul bémol, c'est que ça se passe en Nouvelle-Zélande. Et il y a pas mal de mots, d'expressions écrits en italique qui correspondent à du jargon néo-zélandais. On dit comme ça, je sais pas. Et en fait, il n'y avait pas. Là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé d'avoir des notes de bas de page sur les significations ou les prononciations, parce que moi, dans ma tête, je suis sûre que j'ai prononcé n'importe comment. Parce qu'il y a des lettres qui ont des accents, des trémas, des machins. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment très sympa et très dépaysant. Ensuite, j'ai lu. Ah, ça, c'était éprouvant. Camille, si tu vois cette vidéo, je pense à toi. J'ai lu Le portrait de mariage de je ne sais plus qui. C'est un roman historique. Parce que ça reprend comme personnage principal Lucrèce d'Estée de Médicis de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Elle a un nom à rallonge. Donc c'est une personnage qui a réellement existé, qui a vraiment eu ces circonstances bizarres de décès, je vais y revenir. Après voilà, c'est quand même très romancé. J'ai vu aussi que l'auteur avait fait un autre livre avant celui-là qui avait eu un très très gros succès, et les gens disaient que celui que moi j'ai lu était un peu en deçà. Donc je lirai je pense l'autre parce que j'ai quand même bien aimé, malgré que les chapitres étaient extrêmement longs. Vraiment, ils étaient extrêmement longs. À un moment donné, sur les yeux de ce chapitre, ils annonçaient 65 pages. Et sur les yeux, c'est selon la taille de votre police, c'est pas réellement 65 pages. Des fois, j'avais l'impression que c'était interminable. Alors, je savais que dès que je passais ce passage-là, ça repartait, on avait un petit peu plus d'action. Mais bref, de quoi ça parle? Parce que là, on parle d'histoire, mais on parle pas concret. On rencontre donc Lucrèce qui va se retrouver mariée à Alfonso Ferrare, je crois, c'est ça son nom. Elle se retrouve mariée, en fait, il est d'abord promis à sa sœur qui va malheureusement décéder. Du coup, un jour, lui, il l'a rencontrée et donc il va dire, bah écoutez, cette sœur-là est morte, mais au pire, celle-là m'intéresse. Sachant que notre protagoniste, à l'époque, a 13 ans. Lui, il en a déjà la vingtaine passée. Déjà, c'était un peu après, bon voilà, à l'époque où ça se passe, c'est en 1560. Bon, il lui disait quand même que pour faire des enfants, il faut qu'elle se coupe les cheveux parce qu'ils sont trop longs. En plus, elle est rousse, donc le roux égale le feu de la passion, le feu de l'enfer. Et que si elle veut tomber enceinte, il faut qu'elle mange des tomates. Bref, je pense pas que ces conseils-là en 2025 soient applicables. Donc n'allez pas vous couper les cheveux pour rien. Ne vous gavez pas de tomates, vous ne tomberez pas enceinte comme ça. Mais du coup, donc elle se retrouve promis à lui, il se marie et en fait on va la suivre parce que elle pense qu'à un moment son mari veut la tuer. Et donc on va un peu suivre ce cheminement de alterner entre un peu le présent et surtout le passé pour remonter le fil de leur histoire, parce que elle va quand même ils vont essayer de faire en sorte qu'elle ne l'épouse pas dès ses 13 ans, parce que voilà, pour pas forcément procréer. Et lui, il lui faut absolument un héritier, mais est-ce qu'il est vraiment qui il pensait? Enfin voilà. Donc j'ai bien aimé. J'ai trouvé peut-être ça un peu fouillis par moments, parce que après peut-être parce que je suis pas très calée sur la période historique et sur ces personnages-là. Mais pour le peu que j'ai été en voir en grappiller sur internet, ça collait. Donc écoutez, ma foi, ça l'a plutôt fait avec moi, même si c'était assez long, je vous avoue. Parce que ma copine Camille, on était à la librairie, je dis ah tiens, je suis en train de lire ça, mais là le chapitre sur la livre il a 65 pages, elle a compté les pages en fait dans le bouquin, ça faisait 165 pages. Alors je peux vous dire que quand je les ai passées, ces 65 pages, j'étais vraiment wouhou dans ma tête. Ensuite, par contre, j'étais pas du tout wouhou dans ma tête parce que j'ai lu le refuge pour femmes perdues, le refuge des femmes perdues, bref. Pardon. Alors ça, c'est un livre qui se veut absolument dans le pitch féministe et tout machin, c'est nul. Mais alors qu'est-ce que c'était nul? Là, on est dans le top des flops, hein. Vraiment, la rime c'est cadeau, mais pourtant prometteur, hein. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ici, en fait, du coup, on est, pareil, c'est un peu roman historique, parce qu'on va être dans une maison dirigée par une femme.
où on accueille les femmes qui ont fait des incartades, qui se retrouvent en prison, ou qui ont fui un peu leur famille, ou qui ont fait des choses qui font qu'elles ont une mauvaise réputation. Et donc voilà, elles vont être là pour se racheter, pour se construire une éducation dans le but d'être ensuite exilées vers l'Australie, pour voilà, reprendre un peu la vie, le droit chemin. Et la particularité, c'est que cette maison, cette initiative de refuge, c'est de Charles Dickens. Donc, ok, sympa, parce qu'il y a des personnages qui sont réels, qui intègrent le refuge, donc ça c'était plutôt cool. Et celle qui donne les fonds pour que ce refuge fonctionne bien, c'est une jeune veuve, voilà, son mari est décédé, donc bon, c'est pas grave. Sauf que les personnages sont détestables. Au début ça partait trop bien parce que vraiment on se dit ouais, les nanas veulent se racheter, il y en a forcément qui sont lesbiennes mais elles peuvent pas l'assumer à ce moment-là, il y en a qui sont rejetées par leur famille, il y a eu des maltraitances et tout. Et en fait la règle dans ce refuge c'est qu'il ne faut pas parler de son passé. Mais moi je pensais qu'au fil de lecture à un moment les filles elles allaient quand même se confier, qu'on allait en apprendre sur elles, enfin qu'on allait pouvoir s'attacher de manière... Et donc pour certaines, c'est-à-dire une ou deux, on a des trucs. Par contre tu refermes le livre, sur certaines t'as aucune information, donc tu sais pas de qui de qu'est-ce. Donc j'ai trouvé ça très nul. Et ensuite notre personnage principal, là, la riche veuve, on comprend, je vais spoiler parce que vraiment perdez pas votre temps, c'est trop nul. Elle a, je dirais, à la tête 28-32 ans. Et elle est en crush sur un ami de son père depuis longtemps, qui est vieux, qui a genre 50-65 ans, voilà, pour donner une fourchette large. Et en fait, elle est tout le temps, elle veut absolument qu'il l'épouse. Et elle est en mode, ouais, mais tu peux m'épouser, au pire ça changera rien, parce que là déjà on s'écrit, on se voit et tout machin, ils couchent pas ensemble, attention. Et en fait, elle veut trop le forcer. C'est une grosse forceuse. Alors que lui, attention, pour le coup, le mec, il est en mode, mais Angie, tu te rends pas compte que j'ai le double de ton âge, c'est pas possible. Enfin, moi, je ne veux pas t'épouser pour ces raisons. Parce que, oui, parce qu'elle est harcelée de base par un mec qui veut absolument l'épouser, entrer en contact avec elle, qui est vraiment terrible. Et genre, au début du bouquin, il est en prison, mais il va se faire libérer, donc elle panique et tout machin. Mais en fait, elle fait le même schéma avec le pauvre type qui lui a demandé. Et après, elle veut le faire culpabiliser en mode, oui, mais tu comprends quand même. Tu peux pas, tu me vends que des faux espoirs parce que tu entretiens les correspondances littéraires, on se voit les week-ends, on fait des sorties, nanani, nanana. Madame, y a pas à être une pique-me comme ça, pitié. Et après elle lui saute dessus, à un moment ils couchent ensemble, lui je suis pas sûre qu'il soit trop consentant, il se laisse un peu aller, voilà, parce qu'en mode elle lui saute dessus, cette grosse forceuse, enfin complètement nulle, pas du tout féministe, franchement on a complètement dérivé de l'objectif de base. Passez votre tour. Et enfin, j'ai lu 3 sorties récentes en jeunesse. J'ai lu le tome 4 d'A.J. Morton, Reine du Mystère. Donc voilà, on la retrouve à nouveau avec Hector pour une nouvelle enquête, mais cette fois axée petite dimension archéologique qui était très sympa. C'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié entre guillemets parce que je l'ai trouvé un peu plus facile niveau intrigue, un peu plus simple. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est le dernier tome. La série est terminée en 4 tomes. Donc je suis un petit peu chafouine parce que j'aimais bien, mais après je pense que malheureusement ça reste 2 enfants, donc si l'auteur elle étale ça et qu'à chaque fois il trouve des cadavres, ça va plus être très crédible. Mais après si l'auteur veut s'essayer à l'ado après la jeunesse où elle va nous proposer Hadji et Hector qui sont un peu plus grands, why not? Franchement moi je dis oui. J'ai ensuite lu La bibliothèque disparue, donc c'est chez Saxo, c'est un petit bouquin assez court, ça fait même pas 300 pages. Où là j'ai bien aimé, mais pareil je me suis encore fait un résumé qui n'était pas le résumé de base, j'ai encore interprété comme je voulais parce qu'ici on a Abby qui est un fantôme suite à l'incendie de la bibliothèque du petit village. Dans cette bibliothèque il y a aussi Mortimer le chat qui loge, donc qui fréquente Abby. Et on va avoir un personnage, un petit garçon en CM2, Evan, qui lui voilà il va à l'école, c'est sa dernière année en primaire et après c'est le collège et il est pas trop friand, donc bon, il va tomber sur une boîte à livres, il va prendre un livre et tout et il va y avoir une petite enquête autour de ça, de savoir quel était le mystère autour de l'incendie de la bibliothèque. J'ai bien aimé, mais moi je pensais qu'ils allaient tous se côtoyer en mode il y avait une vraie bibliothèque et Evan allait rencontrer le chat et puis après le fantôme et ils allaient être copains et puis petit mystère, ouais genre faut que le fantôme trouve la paix, enfin bref, c'était pas ça du tout, vraiment la bibliothèque elle a brûlé, tout se passe autour de cette petite boîte à livres, c'était sympa. Après voilà, ça reste de la jeunesse donc moi je vais vous dire que c'était un peu court et que j'en aurais voulu plus, mais je trouve que ça fait son taf. Et le dernier dont je vais vous parler c'est Brin de Magie et Village Maudit qui est sorti chez Rajo la semaine dernière je crois, il me semble.
ou celle d'avant, mais là dans le mois de mars, de Jennifer Joff, où là on est sur une cozy fantasy, vraiment c'est pour la jeunesse, l'ado. On rencontre Lena qui est envoyée en stage par son école de magie. Elle est une dénoueuse de sorts où en gros elle est dans un village. Et ce village, voilà, dès qu'il y a une petite catastrophe, on envoie la dénoueuse de sorts pour qu'elle règle un peu le problème, un peu une médiatrice de la magie. Sauf qu'il va s'avérer que la dénoueuse chez qui elle est envoyée n'est pas qui elle prétend être. Qu'elle a usurpé l'identité de la dénoueuse d'origine. Donc pour qui, pour qu'est-ce? Est-ce que Lena va vouloir la dénoncer ou quoi? J'ai vraiment aimé ce livre parce que, alors pareil, il est court comme celui d'avant, mais je l'ai préféré et j'ai un affect pour ce livre parce que dans ce livre, on n'a pas ce côté le personnage bégaye, mais en fait au final c'est l'élu, genre en un claquement de doigts, il y a la révélation. C'est un livre qui met vraiment en avant la différence, l'acceptation de la différence, comment c'est abordé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de faire et surtout la plume parce que on s'attache aux personnages et à leurs conditions. On essaie de comprendre et de faire l'aventure avec eux pour que, voilà, on a la compassion de se dire on veut que tu t'en sortes, Lena, t'as du mal avec ta magie, alors que dans ton école il y a des premiers de la classe et t'as pas le meilleur stage possible, mais tu vas faire tes preuves et en fait on y croit avec elle. Et pareil, les personnages qu'elle côtoie, ils ont tous leurs particularités. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était une fantaisie tout douce. La couverture est trop mignonne. De toute façon, le violet lilas comme ça, c'est trop chouette. J'avoue que j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Franchement, s'il avait été plus long, après voilà, pour le public que ça vise, je conçois la longueur et c'est tout à fait équilibré. Mais si un jour l'auteur veut nous faire un spin-off sur un autre personnage ou la suite des aventures de Lena, moi je signe direct. C'était vraiment très choupi, très doudou. Ça a répondu aux attentes que j'avais, qui n'étaient pas forcément ultra élevées. Donc voilà, c'était la dernière lecture de ce mois-ci en plus. Donc c'est comme ça que ça va s'achever. Voilà pour mes lectures de ce mois-ci. Donc j'espère que la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude. Là j'espère qu'on ne sera pas à 1h05 ni à 58 minutes. J'espère qu'on sera à 40. C'est un beau ratio, idéalement 35, mais je pense pas parce que la première partie de Rush il fait 17 minutes, donc celui-là je pense qu'il en fait au moins 27. C'est la panade. Mais j'ai pris la décision, ça y est, elle est prise. Je vais faire des updates lecture plus récurrents. Paf, le mercredi il y aura un update. Ce sera la trilogie du mercredi. Genre je pense que je vais faire en sorte d'avoir 3 livres à vous présenter chaque mercredi. Comme ça, je pourrais m'attarder un peu plus, on aura des vidéos d'une vingtaine de minutes max. Je pense que ça peut le faire. Et puis en fin de mois, une vidéo bilan assez expéditive où voilà, je vous parlerai du livre en 2-3 phrases, si j'ai bien aimé ou pas, et on passera à la suite. Ça me paraît plutôt bien. Et puis le petit côté concept trilogie du mercredi, petit clin d'œil trilogie du samedi pour les anciens. Voilà, ça se trouve il y en a qui n'auront pas la rêve parce qu'ici on est vieux. Mais du coup voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à faire des suggestions s'il y a des concepts que vous voulez voir ou si vous voulez que je lise un certain genre de livre. Là je pense qu'il risque d'y avoir d'autres thématiques à venir. Bon là je suis en challenge donc j'ai une palle à peu près précise. Mais voilà, j'aimerais faire un mois un peu cozy mystery, un mois suite de série où on avance au taquet, on est à fond. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À part que je vous souhaite de belles lectures et puis à la prochaine. Salut!